Donc la question reste en suspens. Ouais. Alors, sur l'affaire Bakassi, dont on sait quand même que vous êtes l'un des acteurs qui ont accompagné le Cameroun à cette victoire-là. Je vous ai dit, j'aime pas trop parler de l'affaire Bakassi. Ben justement, je sais que vous n'aimez pas en parler. Oui. Ben je vais vous titiller là-dessus. Bon, on va voir, on dira, mais ne m'en voulez pas si je vous dis juste ce que je peux dire. Parce que j'ai toujours dit... Maurice Kamto, quel était votre rôle? Oui, précis. Il y a des choses que je ne dirais quel était jamais, le rôle, par exemple, détails, parce que quand on a eu à traiter un dossier d'État de ce niveau, ce n'est pas pour venir se répandre sur les plateaux de télévision. Quel était le rôle des autres acteurs comme le professeur Bipumboum et bien d'autres qui autour de... Posez-lui la question, il est vivant. Vous étiez dans l'équipe d'ailleurs du professeur Bipumboum. Heureusement, je vous ai là ce soir. Heureusement, il est encore vivant. Vous étiez dans l'équipe. Je ne parlerai que pour ce qui me concerne. Qu'avez-vous fait exactement dans cette histoire? Il y a eu deux phases dans l'affaire Bakassi. La première phase, c'est celle qui a eu lieu devant la Cour internationale de justice. Et la deuxième phase, c'est celle qui a eu lieu sur le terrain, c'est-à-dire la phase de mise en application de l'arrêt de la Cour internationale de justice. Et j'ai participé aux deux phases. La phase devant la Cour internationale de justice a commencé en 1994 et s'est achevée en 2002, le 10 octobre 2002, avec l'arrêt de la Cour sur le fond, parce qu'il y a eu de nombreux autres arrêts avant. Je crois avoir déjà dit sur un autre plateau de télévision les conditions dans lesquelles je suis entré dans... Absolument, on peut passer là-dessus. Voilà. Donc, j'ai été dans la phase devant la Cour co-agent, avocat et conseil. Parce qu'on peut être agent ou co-agent sans intervenir dans la préparation technique du dossier. Parce qu'un agent, c'est celui qui représente l'État. Absolument. Donc, on peut être aussi conseil sans être avocat. Dans la terminologie devant la Cour, vous êtes conseil et avocat lorsque vous participez à la fois à la rédaction des écritures et aux plaidoiries orales. Donc c'est pour cela que, dans mon cas, j'étais co-agent, conseil et avocat, ou avocat et conseil, parce que je faisais les trois. Donc j'ai été conseil, j'ai rédigé, participé en tout cas à la rédaction de toutes les écritures, et j'ai participé à toutes les phases de plaidoirie. Depuis 1900, les premières plaidoiries ont eu lieu en mars 1996, en février 1996, pardon, sur les mesures conservatoires, jusqu'au fond de l'affaire, en passant par les exceptions préliminaires et par la demande en révision de la partie nigérienne. Donc j'ai participé à toutes ces phases, j'ai été avocat, j'entends où on écrit beaucoup de choses. Ce qui est le plus étonnant dans notre pays, c'est que ceux qui écrivent le plus ou font le plus de déclarations, c'est ceux qui ne savent strictement rien. Ben, c'est aussi une porte largement ouverte quand vous-même, les acteurs principaux, vous vous réservez d'en parler. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne m'appartenait pas à moi d'en parler. L'État aurait pu organiser une communication pour donner au public ce qu'il voulait que le public sache de cette affaire. On n'a pas voulu le faire. Je ne veux pas donner, et je n'ai jamais voulu donner l'impression que j'ai travaillé dans le dossier Bakassi pour ma gloire personnelle. Franchement, ce n'était pas le cas. Et si ça avait été le cas... Mais l'impression que ça n'est dégagé pour le peu que vous en dites, c'est souvent comme si Maurice Kamto s'en attribue, j'ai fait dire la victoire. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de l'affaire Bakassi, à part les quelques fois où la question m'a été posée, d'ailleurs ici essentiellement chez vous? Non. C'est étonnant qu'on veuille me faire porter, je ne sais pas moi quel chapeau. Si je voulais m'enorgueillir, m'en vanter, je pourrais le faire. Rien ne m'en empêche. Vous avez également joué un rôle assez déterminant sur la question du Niger-Bénin. Je voulais juste dire à propos de Bakassi deux choses qui, pour moi, ne sont pas des secrets d'État. Je peux tout accepter, qu'on me traite de tous les noms, sauf questionner mon patriotisme. C'est insupportable. Et surtout venant des gens, premièrement, qui n'ont jamais rien fait pour leur pays, et deuxièmement, qui ne savent absolument rien de ce dossier. Je crois qu'il faut qu'ils sachent ce soir qu'il y a des moments où il faut savoir respecter ce que les autres ont fait, même si on ne les aime pas. Et sur Bakassi, on a dit que j'ai gagné des milliards. Monsieur Dipita, votre insistance pour qu'on en parle me donne l'occasion de dire deux choses ce soir. J'ai pris des risques physiques dans Bakassi que beaucoup de gens qui parlent ne prendront jamais dans leur vie. Nous avons volé par hélicoptère de nuit. Tout le monde sait qu'après 15 heures,
l'hélicoptère ne vole pas, parce que l'hélicoptère ne vole pas de nuit. Pour nous poser à Manfé de nuit, parce que nous venions d'une visite sur le terrain, où nous sommes partis très tardivement. C'était d'ailleurs plus précisément de Djabani. Notre hélicoptère est tombé comme une pierre à Niamey. Je suis sûr, vous savez pas où se trouve Niamey. C'est une montagne de l'extrême nord, perdue dans la chaîne montagneuse, où nous allions voir un village qui avait été brûlé, alors que c'était un village camerounais. Nous voulions vérifier la véracité des faits avant de passer à la phase où on entamerait la démarcation. Je l'ai fait. Mais mieux, ou pire, ou mieux encore. Nous sommes partis de Maïdougouri, qui est la ville de l'extrême nord du Nigeria, pour Taraba State, qui est la ville qui est à la même hauteur que le nord-ouest. Et nous allions à Gembu. Gembu, c'est justement la ville nigériane où nous nous rendions. Vers Jalingo, qui est la capitale de Taraba State, mes camarades, parce que j'étais chef de délégation, ont fait un accident. Entre autres, Abanda, il est aujourd'hui décédé, paix à son âme. Mais les autres sont vivants, M. Akamba, ils ont fait un accident. Heureusement, finalement, au final, on se rendra compte que c'était pas très grave. Mais sur le champ, nous ne pouvions pas le vérifier. Je les ai pris dans la voiture. On est allé à l'hôpital Jalingo, il n'y avait pas de radio. J'ai voyagé de nuit pour arriver à l'hôpital de Fumbana à 4 heures du matin, pour m'assurer que ils étaient en bonne santé et qu'il n'y avait pas d'hémorragie interne. Mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le jour où nous partons du Nigeria pour rentrer au Cameroun et on nous guide sur une piste de trafiquants. La piste de trafiquants, les véhicules ne se croisent pas. Parce que c'est une piste creusée à la main. Une seule voiture peut descendre. Notre voiture était encastrée, c'était un 4x4. Nous sommes sortis à 1 heure du matin pour chercher dans les villages avoisinants si on pouvait trouver une hache pour enlever les racines qui encastraient notre véhicule. Quand nous sommes arrivés vers Sabongari, les populations étaient époustouflées, abasourdies, parce que trouver des citoyens, j'allais dire presque normaux, dans de telles régions, c'était inhabituel. Et il y a des gens qui viennent questionner mon patriotisme là-dessus. On pouvait se noyer combien de fois vous êtes remonté après ces gens, Maurice Kamto? Non, je ne suis pas remonté. C'est peut-être l'occasion de leur dire ce que ça vous a rapporté aussi. Oui, ce soir, qu'est-ce que ça vous a rapporté? Très bien, monsieur Dipita, merci. Dans Bakassi, je n'ai jamais eu de contrat avec l'État camerounais. Je n'ai même jamais... L'État vous a-t-il désintéressé d'une quelconque manière? Déjà, attendez, pourquoi vous posez une question importante et vous me donnez l'impression que vous ne voulez pas que... Je voudrais expliquer clairement aux Camerounais ce qui s'est passé. Parce que ça revient un peu trop souvent. Et justement, les gens veulent diminuer, j'allais dire, la part de contribution que j'ai pu faire au service de mon pays, pour ma patrie dans Bakassi, en disant que je me suis enrichi dans Bakassi. Permettez donc que je clarifie ce point. Je n'ai donc jamais eu de contrat. Parce que quand on vous dit que j'ai gagné, j'avais un contrat de 500 millions, on vous parle même de Brain Trust. À ce moment, quand j'ai démarré l'affaire Bakassi, le Brain Trust n'existait même pas. Et quand vous dites que j'ai eu un contrat rémunéré 500 millions de francs par an, avec un bonus à la fin de 5 milliards, c'est quand même... Nous sommes devenu quoi dans ce pays? Je n'avais pas de contrat. Je n'avais même pas une lettre formelle écrite qui me disait, voilà, on vous confie le dossier Bakassi. Ça s'est fait au téléphone, je vous ai expliqué, en tout cas j'ai expliqué aux Camerounais que je suis entré dans le dossier Bakassi par un coup de téléphone du ministre d'État, Ferdinand Oyono, ministre des Affaires étrangères. J'étais à l'amphithéâtre à Douala en train de donner un cours. Le doyen de la faculté m'a appelé en disant, on vous appelle de Yaoundé. J'ai pris le téléphone et c'était le ministre d'État au bout du téléphone. Et il m'a dit, je voudrais vous voir. Et je lui ai dit, je peux être là vendredi. Il a dit, je vous attends. Vendredi, je m'y suis rendu et il m'a demandé si je voulais prendre en charge le dossier à la demande du président de la République, ce que j'ai fait. Monsieur Dipita, pendant tout le temps que j'ai travaillé dans Bakassi, nous étions traités comme des fonctionnaires camerounais lorsqu'ils se rendent en mission. Donc si nous allions au Nigeria, on calculait nos frais de mission comme des fonctionnaires camerounais qui vont en mission au Nigeria. Si nous allions à Paris ou à La Haye, on calculait nos frais de mission, chacun sur son grade, comme on le fait dans la fonction publique. Si vous êtes fonctionnaire de catégorie indistinct, on calcule vos frais de mission sur cette base. C'est connu. Et je le dis ici aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il faut que la vérité soit connue des Camerounais. Et donc, je n'ai pas eu de rémunération particulière autre que celle que je viens de vous dire. D'où vient-il qu'on puisse dire aujourd'hui que j'ai eu
même pas des centaines de millions, mais des milliards de francs CFA. Comment des Camerounais sains d'esprit, mais je doute qu'ils le soient, peuvent-ils tenir de tels propos? D'où tirent-ils leurs chiffres? Pour faire précis, Oui. vos frais de mission, Oui, au bout de la mission, Oui. après la victoire du Cameroun, oui. tout cela a fait combien de francs CFA? Je ne peux pas cumuler, monsieur, parce que ça suppose que j'avais déjà l'idée que je calcule, je veux savoir combien j'ai gagné dans Bakassi. D'accord. On nous disait aller en mission, nous allions en mission, et on nous donnait les frais. Je peux vous dire que le seul avantage d'ailleurs qu'on avait dedans, c'était que quand le chef de délégation le voulait bien, il prenait en charge vos chambres d'hôtel. Donc au lieu d'utiliser vos frais de mission pour payer vos chambres d'hôtel, vous aviez cela. Un mot sur le rôle que vous avez joué dans l'affaire Niger-Bénin. Oui, dans l'affaire du Niger-Bénin, donc j'étais conseil du Niger, et c'était à propos de l'île de l'été. C'est une affaire vraiment qui était un point de crispation entre les deux pays depuis le lendemain de l'indépendance. Il y avait eu d'ailleurs à une certaine époque, je crois, quelques accrochages sur cette île-là. Donc c'était un enjeu politique très sensible. Et nous avons fait un remarquable travail. J'étais pas seul, j'étais partie d'une équipe donc avec deux collègues belges et un autre collègue qui était qui est d'ailleurs du Burundi. On a fait un travail remarquable puisque le Niger a gagné l'affaire. Et vous direz comment de vos proches que vous êtes pacificateur, réconciliateur? Je crois que on peut, si on a pensé qu'un tel qualificatif pouvait nous aller, c'est aussi probablement que la personne a bien observé ce que nous avons essayé de faire jusqu'à présent, parce que pacificateur par justement le règlement pacifique des différends. Réconciliateur parce que chaque fois que nous avons pu, nous conseillons au gouvernement pour qui nous travaillons de régler à l'amiable. C'est-à-dire que même lorsque vous avez gagné le procès, vous savez que la phase de mise en application est toujours très délicate. Et donc, conseiller aux gens d'aborder la question de façon à demain pouvoir vivre encore comme des voisins. Parce que quand vous êtes deux pays voisins, vous ne pouvez pas créer entre vous des relations telles que demain vous ne pouvez plus vous parler. Et c'est en cela qu'on peut parler justement de réconciliateur. Parce que même dans la mise en œuvre de l'arrêt avec le Nigeria, nous avons de ce point de vue-là contribué modestement à notre niveau, mais également à construire la bonne entente entre les deux pays. Je vous signale en passant que c'est dans ce cadre-là que nous avons, quand je dis nous, pas moi seul, c'est-à-dire l'équipe proposée, par exemple l'idée avec les Nations Unies, ce qu'on appelle les mesures de confiance entre les deux pays, justement, pour que après l'arrêt, il y ait une vie normale encore entre les Camerounais et les Nigérians et entre le Cameroun et le Nigeria. Nous l'avons fait également dans le cadre des relations entre ces pays-là que nous avons défendus devant la Cour. C'était Niger-Bénin, mais il y a eu aussi Niger-Burkina Faso ou encore Guinée contre République démocratique du Congo. Alors sur les réseaux sociaux, il revient assez régulièrement ces dernières semaines. Oui. Et j'ai failli dire c'est de bonne guerre puisque vous êtes en bataille politique. Oui. Des informations sur une contribution que vous aurez faite pour la campagne du président Paul Biya en 2011. Vous confirmez cette information-là? Ce qui s'est passé, merci aussi ce qui s'est passé en 2011. J'ai pas battu campagne, je suis resté. Avez-vous contribué? Non, pourquoi les journalistes... Nous sommes à 3 minutes de la fin de l'émission. Oh, d'accord. J'ai contribué. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a donné de l'argent. On m'a donné de l'argent. Et pas sur là où on dit je suis allé dans les hauts plateaux. Non. On m'a donné de l'argent pour aller faire la campagne. Et j'ai dit, moi, je ne vais pas faire la campagne. J'ai demandé à mon particulier d'aller reverser au comité central du RDPC. Voilà. Donc voilà, c'est clair, net et limpide. Aussi simple? Oui. Aussi simple. Ok. Maurice Kamto, que vous a rapporté l'affaire sur le dossier Guinée équatoriale? Vous savez qu'également ça a beaucoup échangé sur votre rôle. Beaucoup n'ont pas compris comment vous allez défendre un État dit dictatorial, tout au moins, dont le président ne serait pas ouvert à toutes les libertés universelles connues, et qu'aujourd'hui vous venez au Cameroun dire que vous allez être le défenseur des libertés individuelles. Est-ce que sur le plan moral, tout au moins, le choix de la défense de la Guinée équatoriale ne vous pose pas un problème? Aucun. Parce que, vous voyez, je suis en compétition pour la prochaine présidentielle
avec le président sortant du Cameroun. Donc, j'ai des désaccords avec la manière dont les affaires du pays sont conduites sous son autorité. Est-ce pour autant que si, pour être très concret, l'ambassade du Cameroun à Paris est menacée de saisie et qu'on me constitue avocat, je ne devrais pas le défendre? C'est exactement ce qui se passe avec la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est dans un contentieux avec un pays dans lequel il a les locaux de son ambassade, en tout cas un immeuble qu'il, lui ou elle, Guinée équatoriale, considère comme abritant les locaux de son ambassade, et le pays hôte dit non, ça n'abrite pas les locaux de votre ambassade. Et plutôt cet immeuble appartient au fils du président de la République, qui l'aurait acquis pas avec des ressources qui sont discutables. Bon, on va dire peut-être de détournement ou de corruption. Bien mal acquis, comme ils ont dit. Oui, mais ce n'est pas une terminologie juridique. Mais enfin, voilà. Disons bien mal acquis. Et nous disons, et les éléments, personne ne conteste cela, l'État de Guinée équatoriale a acquis l'immeuble. Il a acheté cet immeuble. C'est sa propriété. Donc moi, je suis là pour défendre les intérêts d'un État qui, effectivement, autrement pourrait voir le siège de sa mission diplomatique saisi par un autre État. C'est tout. C'est pas plus que cela. Mais maintenant, ceux qui ne veulent pas comprendre de cette oreille, je peux rien contre cela. Je crois qu'ils continueront à vouloir faire l'amalgame pour dire que voilà, c'est un dictateur, pourquoi est-ce que vous le défendez? Dans un premier temps, on disait que je défendais son fils, jusqu'à ce que certains comprennent que c'était gros parce que son fils a ses avocats, a toujours eu ses avocats, qui sont du reste français, européens, et personne, ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'on a supposé même que je défende son fils, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'un Africain peut faire quelque chose, et ça devient un problème. Ce genre de deux poids, deux mesures est quand même extraordinaire. Mais je termine juste en disant, donc, une fois de plus pour les téléspectateurs, que non, je défends l'État de Guinée équatoriale qui est menacé dans son patrimoine, c'est-à-dire parce que les locaux de sa mission diplomatique à Paris sont menacés de saisie, de confiscation et de vente. Permettez-moi de terminer cette émission par une boutade. Oui. À ce niveau de vos entraînements et éventuellement des matchs amicaux que vous avez jusqu'ici réalisés, qui s'est peut-être perdu aussi, Oui. Quel est votre pourcentage de réussite en matière de tir de penalty? Non, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de matchs avec des pénaltys. on a marqué des buts en cours de jeu. Donc, c'est pour cela que celui du 7 octobre est crucial. Ouais. Je veux dire pour la période actuelle, parce que si je suis bon tireur de pénalty, c'est que j'en ai marqué beaucoup. Mais dans la phase de la campagne électorale actuelle, je n'en ai pas tiré parce que je me réserve pour le 7 octobre. Merci, Maurice Kamto. Et celui-là va être décisif. Merci beaucoup de m'avoir. Bonne continuation dans votre campagne. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de souffle. Hein. Ça ne doit pas être un périple facile. Non, certainement pas. Mais en vous quittant ici, dans quelques jours, je serai à nouveau sur le terrain, et jusque pratiquement à la veille de la période officielle de campagne électorale. J'aime bien quand je me fonds dans le peuple camerounais. Et nous espérons vivement vous retrouver autour de la campagne parce qu'on aura des émissions spéciales. Ce sera avec plaisir. Merci encore. C'est moi. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet échange, je l'espère, assez instructif avec le candidat Maurice Kamto pour le mouvement du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais évidemment, il est également le président de ce parti politique-là et candidat à l'élection du 7 octobre prochain. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de l'entretien avec.